Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Juris Business, la chaîne qui simplifie le droit des affaires. Qu'est-ce qui se passe quand on achète sa résidence principale en SCI? On va voir ça directement. Je vous ai préparé une petite carte mentale et on va aborder les avantages et les inconvénients dans les grandes lignes. Déjà, une SCI, qu'est-ce que c'est? C'est une personne morale, c'est une société et plus précisément une société qui va permettre la gestion et la transmission de biens immobilier. Et là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsque vous allez acheter ou vous allez transmettre un bien à votre société, à votre SCI, vous lui faites un transfert de propriété. C'est elle qui devient propriétaire du bien immobilier. Et si vous le faites avec la résidence principale, ça sera la société qui sera propriétaire de la résidence principale. Ce n'est plus vous à titre personnel. Et ça, il faut bien le comprendre. Ensuite, on va passer sur les avantages du combo SCI et résidence principale. Et là, pour le coup, il y a plusieurs avantages. Les principaux avantages que je vois, c'est notamment pour les couples qui vont vouloir acheter leur résidence principale. Donc, il y a plusieurs cas de figure. Donc, de manière générale, si on achète une résidence principale en SCI, on va éviter les problèmes qui sont liés à l'indivision. Puisque le problème en indivision, c'est qu'en cas de mésentente, on peut avoir un blocage. Et l'article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si deux personnes sont en indivision, l'une d'entre elles peut forcer la vente. Donc vous le comprenez bien, en cas de mésentente, ça peut être relativement problématique, puisque une des personnes va pouvoir forcer la vente de la résidence principale. Comme on l'a dit, la SCI, elle va permettre de détenir la résidence principale par personne interposée qui est la société. C'est la société qui est propriétaire et pas vous en indivision avec une autre personne. Cette SCI, elle va financer l'achat du logement en souscrivant un prêt bancaire ou en utilisant les sommes qu'il y a dans un compte courant d'associés. Par exemple. Donc, si on va dans le concret, pour des époux qui sont mariés sans contrat de mariage, ils vont être propriétaires chacun pour moitié des biens qui sont acquis après le mariage. Et c'est le cas de la résidence principale. Si elle est acquise après mariage par les époux, ils seront propriétaires chacun de la moitié de la résidence principale. Donc on est aussi sur un système qui ne permet pas forcément une répartition équitable en fonction de l'apport de chacun. Avec la SCI, l'intérêt c'est qu'on va pouvoir changer cette répartition en attribuant plus ou moins de parts sociales à l'un ou l'autre des associés de la société civile immobilière en fonction de l'apport qu'il fait pour l'achat de la résidence principale. Donc l'objectif encore, c'est de faciliter la flexibilité dans la gestion du patrimoine et éviter aussi les situations bloquantes. Pour les couples qui ne sont pas mariés, c'est un petit peu la même chose, ça va être surtout les concubins qui veulent acheter une résidence principale. Là, on a aussi l'avantage d'avoir plus de flexibilité dans la gestion du patrimoine puisque chacun va détenir des parts sociales en fonction de l'apport qu'il fait à la société civile immobilière. On est sur un schéma similaire. Pour la gestion et la transmission, la gestion, pareil, elle est beaucoup plus flexible, on l'a vu, parce qu'on n'est pas dans un système d'indivision qui est bloquant. Ensuite, en ce qui est de la transmission, on va parler ici de cession de parts sociales. Et la plupart du temps, on va vouloir, par le biais de la SCI, transmettre un patrimoine immobilier, notamment à ses enfants. Et là, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez céder des parts sociales gratuitement à vos enfants en bénéficiant de l'abattement de 100 000 € au titre des droits de succession qui est renouvelable tous les 15 ans. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir transmettre progressivement votre patrimoine immobilier à vos enfants. Et vous avez même une stratégie qui vous permet d'aller plus loin, puisque vous pouvez transmettre votre patrimoine immobilier à vos enfants tout en gardant la gestion de celui-ci. Et concrètement, une des stratégies que vous pouvez utiliser, c'est la transmission de la nue propriété des parts sociales à vos enfants, en même temps que vous en gardez l'usufruit. L'usufruit, qu'est-ce que c'est? C'est le droit de jouir d'un bien sans être propriétaire et à condition d'en assurer la conservation et donc
l'entretien. Lorsque vous faites ça, c'est une pratique qui est appelée le démembrement de propriété. Et c'est très intéressant puisqu'en fait, ce qui va se passer, c'est que au décès de l'usufruitier, qui a pu gérer son patrimoine pendant sa vie, la pleine propriété va être réunie entre les mains du nu propriétaire de manière automatique et totalement gratuite. Donc c'est très intéressant du point de vue fiscal parce que vous avez transmis progressivement votre patrimoine tout en gardant l'usufruit pendant votre vie complète. Et à votre décès, la nue propriété et l'usufruit vont être réunis en pleine propriété entre les mains de votre enfant ou de vos enfants. Donc c'est un mécanisme très intéressant qui peut vous permettre de transmettre votre résidence principale au même titre que les autres biens qui sont compris dans cette SCI. Maintenant, on va voir les inconvénients de ce système et il y en a quand même quelques-uns. On ne va pas s'intéresser ici forcément aux avantages et inconvénients en fonction de l'imposition sur le revenu ou de l'imposition sur les sociétés, mais globalement, sachez qu'il y a quelques inconvénients qu'on peut déjà au moins expliquer dans les grandes lignes. Donc en cas d'imposition sur l'impôt sur la fortune immobilière, donc dans certains cas où vous avez un gros patrimoine immobilier, il faut savoir que l'abattement de 30% sur la valeur de la résidence principale ne va pas s'appliquer. Ça, il faut le voir, c'est vraiment des sujets très techniques. Il faut demander conseil à un avocat fiscaliste, mais globalement, notez qu'il peut y avoir un impact en cas d'imposition à l'impôt sur la fortune immobilière. C'est aussi le cas de l'abattement de 20% sur les droits de succession qui n'est plus possible ici. Dans d'autres cas, certaines plus-values de cession ne vont pas être exonérées. C'est par exemple le cas de la plus-value de la cession de la résidence principale, notamment lorsque votre SCI est soumise à l'impôt sur les sociétés. Parce que aujourd'hui, c'est une niche fiscale qui vous permet de bénéficier d'une exonération sur la plus-value lorsque vous cédez votre résidence principale. Il y a certaines conditions. Les conditions sont énumérées sur le site du service public, mais là on le regarde ensemble. Vous êtes totalement exonéré si vous réalisez une plus-value sur la vente de votre résidence principale et de ses dépendances, donc les caves, garages, etc. S'il s'agit de votre habitation habituelle et effective, que vous habitez réellement dedans, la majeure partie de l'année, et que c'est votre logement principal, c'est votre habitation principale, votre résidence principale au moment même de la vente. Si vous êtes séparés, il faut que un des ex-conjoints ait occupé le logement jusqu'à sa mise en vente. Ça, vous ne pouvez plus en bénéficier, notamment lorsque vous êtes en SCI imposé à l'impôt sur les sociétés. Il peut y avoir aussi un impact pour les entrepreneurs qui vont plus bénéficier de l'insaisissabilité de la résidence principale. Ça, on le voit, il y a la responsabilité qui est beaucoup plus importante dans une SCI que dans une société commerciale. Ça va de pair avec une vidéo que j'ai déjà produite sur la responsabilité indéfinie des associés de la SCI qui va aussi porter sur la résidence principale. Encore un inconvénient, c'est que il faut prévoir beaucoup de choses et notamment le décès d'un des membres du couple qui doit être encadré par des clauses dans les statuts de la SCI. Il faut que des clauses viennent prévoir le fait que le survivant va pouvoir continuer d'occuper le logement en cas de décès de l'autre. Tout ça, c'est des clauses qu'il faut rédiger. Attention, si vous utilisez le mécanisme juste dans un but fiscal, donc uniquement fiscal, pour le coup, l'administration va pouvoir vous sanctionner. Pourquoi ? Parce qu'il considère que vous commettez un abus de droit, puisque vous le faites simplement pour tirer un avantage fiscal. Donc faites bien attention à ce que votre objectif ne soit pas uniquement fiscal. Si c'est le cas, vous pourrez être sanctionné au titre de l'abus de droit. Enfin, le risque qui est attaché de manière intrinsèque à la SCI, c'est la responsabilité des associés à l'égard des tiers. Cette responsabilité, elle est indéfinie. Ça veut dire que le patrimoine personnel des associés de la SCI va pouvoir être engagé. Toutefois, il y a quand même un garde-fou. Je l'explique dans ma vidéo qui est dédiée à ça, mais en fait, il faut que les tiers poursuivent préalablement et vainement la société civile immobilière pour pouvoir engager la responsabilité des associés, pour pouvoir aller chercher les associés, à proportion de leur participation dans la SCI. Toutefois, si vous avez votre résidence principale dans la SCI, la SCI est propriétaire de votre résidence principale, donc on va utiliser la résidence principale par des mécanismes de saisie pour payer les créanciers. Et vous ne
ne bénéficierez pas du mécanisme de l'insaisissabilité de la résidence principale, comme je vous le disais préalablement. Si dans votre SCI vous avez plusieurs biens, donc des biens locatifs et votre résidence principale, là potentiellement vous pourrez désintéresser en vendant un bien qui est dédié à la location. Mais si vous n'avez que votre résidence principale, pour le coup, c'est votre résidence principale qui va sauter. Autre inconvénient, c'est que les héritiers sont considérés comme des associés indéfiniment responsables dès lors que dans la succession, ils ont obtenu des parts sociales. Donc ça veut dire que si vous léguer une SCI à travers une cession de parts sociales à vos héritiers et que cette SCI a des dettes qu'elle doit honorer et qu'elle ne peut pas faire face au passif exigible avec son actif disponible, vous mettez en danger vos héritiers qui vont devoir s'acquitter des dettes de la société civile immobilière sur leur patrimoine personnel. Donc encore une fois, c'est un point qu'il faut quand même prendre en compte, puisqu'à la différence des sociétés commerciales, où la responsabilité des associés se limite au montant des apports, en SCI, elle est indéfinie. Et on peut aller chercher les associés au prorata de la participation dans la SCI. Ça, faut bien l'avoir à l'esprit. Faire une SCI, c'est pas anodin. Ça peut être très risqué, comme je l'explique dans ma vidéo où je vous invite à voir si vous voulez en connaître plus sur la responsabilité des associés de la SCI. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu et moi je vous retrouve dans les prochaines vidéos.